Les personnages principaux de cette histoire. Géronimus Bergström Séverin Olsen, le maire de Solby. Le professeur Glucose et le docteur Bibonip de l'Institut atomique. Le maire adjoint Kvist, qui est constamment en colère et veut toujours décider de tout. Les impitoyables pirates du capitaine Camembert. L'effroyable dragon marin. Ulysse Carlsen. Les habitants de Solby. Sans oublier Micho et Sébastien et leur maison. Cette histoire commence à Solby, que tu peux voir sur le dessin ci-dessous. Solby était une jolie petite ville située au bord de la mer où il faisait bon vivre. Il n'y avait en tout et pour tout que 2 problèmes à Solby. Le premier était la disparition du maire de la ville. Son nom était très compliqué, alors la plupart des gens l'appelaient simplement JB. Le second problème découlait du premier, puisqu'en l'absence de JB, c'était le maire adjoint Kvist qui décidait de tout. Or, il était toujours de mauvaise humeur et en colère. L'une de ses premières décisions avait été de raser le vieil hôtel de ville, magnifique, pour en bâtir un nouveau, d'une laideur extrême. Maintenant, tourne la page, parce que l'histoire va vraiment commencer avec le premier chapitre. Chapitre 1. Le soleil brillait dans le ciel, la mer était bleue, et Micho pêchait tranquillement pendant que Sébastien lisait son journal en buvant un jus de poire. Chaque jour d'été, il profitait ainsi du beau temps au bord de l'eau. « Oh !» s'écria soudain Micho, « ça mord !» Et il tira de toutes ses forces sur sa canne à pêche. « C'est une belle prise, je le sens !» Mais ce n'était qu'une bouteille. Une bouteille comme celle que les naufragés jettent à la mer. Et il y a quelque chose à l'intérieur, dit Micho. On dirait une lettre. En effet, la bouteille contenait une lettre. Et le plus étonnant, c'est qu'elle était adressée à Micho et à Sébastien. Rentrons la lire à la maison, proposa Sébastien. Ils remontèrent à la hâte l'escalier qui serpentait le long de la falaise. Leur maison se dressait au sommet. Ils passèrent sous les fenêtres de Béni le barbier, de Lulu qui arrosait ses fleurs, et aussi de Sophie qui étendait le linge. Aussitôt rentrés, ils allèrent s'asseoir à la table ronde de la cuisine. La lettre était si mouillée qu'ils eurent bien du mal à la sortir de l'enveloppe sans la déchirer. Et elle était tellement abîmée qu'une partie du texte avait disparu. Voilà à quoi elle ressemblait. Cher Micho et Seb, j'ai l'île Mystéuse. Voilà maintenant un que je vis là-bas. J'ai fait une découvre fantastique. Si vous plantez la graine, vous comprendrez tout. L'île se trouve au nord, amicalement JB. Incroyable, s'exclama Micho. JB? Crois-tu vraiment qu'il s'agisse de notre JB? Et puis de quelle graine parle-t-il? Attends, dit Sébastien, il y a quelque chose au fond de la bouteille. La bouteille contenait une autre bouteille minuscule, qui elle-même contenait une boîte minuscule. Elle n'était pas plus grande qu'un dé. Et dans cette boîte minuscule, il y avait une graine minuscule. « Qu'est-ce que c'est » demanda Micho. « Probablement la graine dont parle la lettre, répondit Sébastien. La lettre dit aussi qu'on doit la planter. Eh bien, dans ce cas, plantons-la, dit Sébastien. Sébastien emporta la graine dans le jardin. Micho creusa un trou. Ils jetèrent la graine dedans et la recouvrirent soigneusement de terre. Une fois qu'ils eurent arrosé, Sébastien réfléchit puis dit « Cette île mystérieuse me rappelle quelque chose. Attends un peu. » Alors, Sébastien monta au grenier et en redescendit quelques instants plus tard avec un vieux coffre tout usé. « Il appartenait à mon arrière-grand-père, dit-il. C'était son coffre de marin. » Le coffre était rempli d'un bric-à-brac. « Mon arrière-grand-père était capitaine.
et il avait navigué sur les mers les plus reculées du globe, expliqua Sébastien. Un jour, il m'a raconté qu'il avait aperçu l'île mystérieuse à travers la brume. Il l'avait même prise en photo. Mais, à son retour, les gens se moquèrent de lui, et personne ne le crut. Alors, il passa le reste de sa vie à chercher l'île mystérieuse, sans jamais la trouver, et mit au point cette drôle de boussole, qu'il a baptisée boussole barylique. Elle est censée indiquer la direction de l'île mystérieuse. Mais a-t-elle déjà fonctionné? Qu'est-ce que l'île mystérieuse au juste? Demanda Micho. C'est une île que personne ne peut trouver, répondit Sébastien. C'est pour cette raison qu'elle est mystérieuse. Que va donner cette graine, à ton avis? Demanda Sébastien dans la soirée, alors qu'ils étaient couchés. Aucune idée, répondit Micho. Mais je pense que ce sera quelque chose d'exceptionnel. Imagine que l'auteur de cette lettre soit vraiment JB, et qu'il ait vraiment trouvé l'île mystérieuse, dit Sébastien. Oui, dit Micho, je crois que Solby s'apprête à vivre un grand bouleversement. Mais dormons maintenant, mon cher Sébastien. Alors, ils s'endormirent. Pendant la nuit, la petite graine germa, des feuilles poussèrent sur la tige, et dans la terre ses racines grandirent, jusqu'à devenir longues et vigoureuses. À 2 heures du matin, quelque chose heurta la maison, qui se mit à grincer et à craquer de partout. « Qu'est-ce que c'est » murmura Micho. « Je ne sais pas, » répondit Sébastien. « Je n'ose pas sortir pour voir. Et toi ?»« Moi non plus, » dit Micho. Ce n'est que le lendemain matin qu'ils osèrent sortir pour voir ce qui s'était passé. L'explication, tu l'auras à la page suivante. C'était une poire géante! Une poire géante! C'est incroyable! S'écria Micho. Une poire géante, constata calmement Sébastien. Chapitre 2. L'examen de la poire. Nous devons prévenir tout le monde, dit Sébastien. La police, les pompiers, la radio, la télé. Allô? Je parle bien au professeur Glucose de l'Institut atomique? Il y a une poire géante dans notre jardin. Le professeur Glucose et le docteur Bibonip de l'Institut atomique arrivèrent aussitôt à bord de leur camionnette atomique bleue, qui était capable d'analyser n'importe quoi. Ils auscultèrent la poire et percèrent de tout petits trous dans lesquels ils glissèrent des câbles très fins. Ils effectuèrent des calculs, prirent des notes. Pendant ce temps, attirés par la curiosité, des habitants de la ville passaient voir la poire géante. Une fois l'examen terminé, le professeur Glucose s'éclaircit la voix et déclara: « Ah, nos observations ont permis de démontrer qu'il s'agit d'une poire tout à fait normale. Elle possède juste la particularité d'être très, grosse, géante, s'écria Micho. Oui, je crois que ce mot convient parfaitement, approuva le docteur Bibonip. Cela me rappelle une histoire, reprit le professeur Glucose. Il existe une légende à propos d'une île mystérieuse où, dit-on, poussèrent des poires géantes. On en parle d'ailleurs dans ce vieil ouvrage consacré aux mystères les plus étranges. Mais pour l'atteindre, il faut affronter des pirates impitoyables, l'effroyable dragon marin et la mer de la nuit noire. Et aucun de ceux qui se sont lancés dans cette aventure n'en est jamais revenu. Comment? L'île mystérieuse? La lettre en parle, intervient Micho. Leur conversation fut interrompue par le vacarme d'un moteur. Une énorme voiture noire vient se garer juste à côté de la poire. Un tout petit homme très énervé en sortit. C'était le maire adjoint Kvist. Il chargea l'un de ses employés de mesurer la poire à l'aide d'un immense ruban. « Elle est bien trop grosse, gronda-t-il. Vous avez 24 heures pour faire disparaître cette horreur, sinon votre maison sera démolie et vous serez expulsé de la ville. » Sur ce, le maire adjoint remonta dans son immense voiture, claqua la portière et s'en alla. « Mais enfin, s'exclama Sébastien, cette poire doit peser au moins 15 tonnes. Comment allons-nous faire ?» La journée était déjà bien avancée et le soleil sur le point de se coucher.
Chapitre 3. Comment le problème fut résolu. Le lendemain matin, des bruits étranges se firent entendre au sommet de la colline où vivaient Micho et Sébastien. On sciait, on limait, des machines vrombissaient, de la vapeur s'échappait. Micho et le professeur Glucose étaient occupés à couper la poire en morceaux. La peau étant très dure, ils avaient décidé d'y percer des trous et de la vider de sa chair tendre. En tant qu'homme de science, cela me chagrine de devoir détruire une poire géante aussi exceptionnelle, déplora le professeur Glucose. Mais cela me chagrinerait encore plus si nos amis devraient être expulsés de la ville. Je suis tout à fait d'accord avec vous, approuva le docteur Bibonip. Il avait terminé de fabriquer une machine qui transformait les morceaux de poire en gâteaux, en glace, en jus et en coulis. Les gens vinrent des 4 coins de la ville pour goûter à tout cela. Et tous trouvèrent que c'était délicieux. Une fois la poire vidée, elle ne pesait plus aussi lourd, si bien qu'ils purent la charger sur une remorque. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à l'emporter hors de la ville, il se mit à pleuvoir. C'est à ce moment-là que Micho et Sébastien s'aperçurent que leur maison n'était plus étanche. La faute à la poire géante qui, pendant la nuit, l'avait ébranlée. La pluie s'infiltrait et coulait sur les chaises, sur les lits, sur les livres, bref, partout. « Saperlipopette !» s'écria Micho. « Tout va être inondé. Qu'allons-nous faire ?»« J'ai trouvé !» s'écria Sébastien. « La poire, elle est étanche, elle. Nous n'avons plus qu'à y mettre nos affaires pendant qu'il pleut. » Alors ils emportèrent dans la poire leurs meubles, leurs télés, leurs fleurs, leurs vêtements, leurs guitares et tout ce que contenait leur maison. On les rapportera dès qu'il aura cessé de pleuvoir. Le maire adjoint Fixt comprendra certainement. Hélas, le maire adjoint Fixt ne comprenait jamais rien. « Scrogneux !» rouspéta-t-il. « Je vous avais demandé de vous débarrasser de cette poire, et au lieu de ça, vous l'avez remplie avec votre bric-à-brac. Vous croyez peut-être que c'est une caravane? Mais enfin, c'est juste que... » commença Micho. « Il n'y a pas de mais enfin qui tienne. » C'est Gosiagvist, en donnant un coup de pied dans la remorque. Mais il aurait mieux fait de s'abstenir, car elle se mit à rouler. « Arrêtez-vous » hurla Fist. « Mais nous ne pouvons pas » cria Micho. La rue était en pente, et la poire commença à prendre de la vitesse. Elle dévala la rue de plus en plus vite. « Au secours » criaient Micho et le professeur Glucose. Sébastien, lui, se taisait. Le professeur était parvenu à l'agripper au dernier moment et le tenait à bout de bras. La police et les pompiers furent appelés à la rescousse, et tout ce beau monde essaya d'arrêter la poire. Le maire adjoint Fist courait en tête des poursuivants. « Stop !» hurlait-il. « Arrêtez-vous, c'est un ordre !» Mais personne n'était en mesure d'arrêter la poire, qui fonçait comme un bolide en direction de la mer. Et voilà comment tout cela se termina. Le camion de pompiers, le fourgon de police et le tank de la ville parvinrent à s'arrêter au dernier moment. Mais la poire tomba au milieu du port dans un énorme splash. Oh non! Feu! Cria le maire adjoint Fix. Tirez sur cette horrible poire! Tirez! Hoqueta le colonel Rickil. C'est-à-dire que... Feu! Monsieur Fist. Et avant que le colonel Rickil ait eu le temps de réagir, Fist grimpa sur le tank, écarta le colonel et tira. Boum! L'obus passa à travers la poire, laissant 2 trous derrière lui. Heureusement, il n'y eut aucun blessé. « Au secours! Il nous tire dessus !» cria Micho. « Filons !» Bien sûr, il ne pouvait pas savoir que c'était le maire adjoint Fist qui avait tiré. « Écoutez-moi, monsieur le maire adjoint Fist, le sermonna le colonel Rickil. Cela fait 43 ans que je suis soldat, et j'ai vu des choses étonnantes. Mais tirer sur une poire juste parce qu'elle est tombée dans l'eau, cela ne se fait pas. » Pendant ce temps, la poire dérivait lentement vers le large et disparut bientôt dans un épais brouillard. Lorsque le brouillard se dissipa enfin, les 3 amis se trouvaient déjà en haute mer. Et c'est ainsi que se termine la première partie de notre histoire. Voile, barre, anémomètre, parapluie renversé pour recueillir l'eau de pluie, gouvernail, moteur auxiliaire, cuisine,
Provision. Chapitre 4. Des pirates. Vous savez ce que je pense, dit le professeur Glucose. Puisqu'ils nous ont tiré dessus et que le maire adjoint Fist voulait vous expulser de la ville, nous n'avons aucune raison de rentrer. Je suis d'accord, dit Sébastien. Essayons plutôt de trouver l'île mystérieuse et JB. Oui, s'exclamèrent en chœur Glucose et Micho. Excellente idée. Nous pouvons transformer la poire en bateau. C'est ainsi que débuta leur incroyable voyage. Regardez, ce sont les récifs aux crabes, dit le professeur Glucose. Cela signifie que nous avons quitté la baie de Solby et que nous serons bientôt dans l'océan Atlantique. Pendant ce temps, Sébastien avait retrouvé le journal de son arrière-grand-père. Eh bien, voyons si nous arrivons à faire fonctionner la boussole barélique. Il est écrit ici qu'il faut utiliser 2 piles. Micho se mit à fouiller dans tous les tiroirs, toutes les boîtes et tous les placards. Sapristi, s'emporte-t-il. Nous n'avons pas de piles. Nous n'avons des rustines, des chevilles, de la colle, des petites voitures, des cordes de guitare, des autocollants, du papier de verre, des graines de cresson. Mais pas de piles. Attends, regarde, dit Sébastien, en pointant du doigt vers la fenêtre. Une caisse de pastèques à la dérive. Des pastèques, dit Micho. À quoi elles pourraient bien nous servir? Chargeons-les à bord, dit le professeur Glucose. On pourra les manger au goûter. Mais à peine avait-il chargé les pastèques qu'une détonation retentit, suivie d'un rugissement. Ils virent alors une roquette foncer droit sur eux. Heureusement, elle passa pile au même endroit que l'obus de Gwist. « Au secours !» cria Micho. C'étaient les pirates impitoyables, leur terrifiant capitaine Camembert. « Ah, nous sommes les pirates impitoyables. Donnez-nous votre or et vos bijoux, sinon vous êtes morts. » Nous n'avons ni or ni bijoux à bord, rétorqua Micho. Tout ce que nous possédons, ce sont des pastèques. Ah, des pastèques. Clac, 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 clac. Des pastèques, dit le capitaine Camembert d'une voix attendrie. Cela fait 37 ans que je me nourris de poissons séchés et de biscuits moisis. 37 ans que je rêve de pastèques toutes les nuits. Pour vous remercier, je vous offre ces 2 piles ultra puissantes. Mille merci, fit Micho. Grâce à elles, nous pourrons enfin trouver l'île mystérieuse. L'île mystérieuse? S'écria le capitaine. De nombreux aventuriers sont partis à la recherche de l'île mystérieuse. Aucun n'en est jamais revenu. D'abord, il vous faudra affronter l'effroyable dragon marin. Il mesure 50 mètres de long. Il est capable de fendre un navire d'un coup de mâchoire. Ensuite, il y a la mer de la nuit noire, la terreur des marins. Ces ténèbres sans fin sont peuplées de fantômes et de revenants. Au revoir, dirent les pirates lorsqu'ils repartirent. Et bon voyage. Méfiez-vous de la mer de la nuit noire. Même nous, les pirates, nous n'osons plus y aller. Nous serons prudents, c'est promis, cria Micho. Au revoir, et merci encore pour les piles. Chapitre 5. L'effroyable dragon marin. Le professeur Glucose plaça les piles dans la boussole barylique. Elle se mit alors à vrombir et à mettre des clics. Mais l'aiguille de la boussole, elle, tournait dans tous les sens, sans donner de direction précise. On dirait qu'il manque encore quelque chose, fit remarquer Sébastien. Micho avait sous les yeux les mémoires de l'arrière-grand-père de Sébastien. Il lut. Pour que la boussole barélique puisse indiquer la direction de l'île mystérieuse, il faut placer à l'intérieur une pierre provenant de l'île mystérieuse. On ne peut trouver cette île que si la boussole fonctionne. Or, la boussole ne fonctionne que si l'on dispose d'une pierre provenant de l'île. C'est paradoxal, compléta le professeur Glucose. Tout à fait, c'est paradoxal, approuva Micho. Et maintenant, regardez la mer se met à bouillonner. Tout à coup, un monstre gigantesque surgit des profondeurs. C'était l'effroyable dragon marin. Son corps était couvert d'ailerons et d'écailles. Ses yeux étaient formés de cercles concentriques aux couleurs de l'arc-en-ciel. De part et d'autre de sa bouche pendaient de longues antennes moustaches. Il sifflait comme une machine géante et faisait bouillonner l'eau. Lorsque le vacarme se fut apaisé, un nouveau bruit retentit, un bruit métallique, comme si quelqu'un, quelque part, avait tourné une poignée, puis ouvert une trappe. Un panneau s'ouvrit au sommet du crâne du dragon.
Un homme à l'allure excentrique apparut. Il portait une longue barbe, des lunettes de motard et un casque d'aviateur. « Eh oh !» cria-t-il, « n'ayez pas peur, il ne vous fera aucun mal. »« Incroyable !» dit le professeur Glucose. « C'est un dragon marin mécanique. Il est en métal. »« Je l'ai construit pour qu'on me fiche la paix, » expliqua l'homme. « Mon nom est Ulysse Carlsen, et je ne supporte pas les gens. Mais vous m'avez l'air sympathique. Et vous naviguez sur une grosse poire verte. Peut-être fuyez-vous, vous aussi, la compagnie des gens ? » « Non, dit le professeur Glucose, seulement le maire adjoint. »« Eh bien, entrez, les invita l'homme, en ouvrant une écoutille dans la bouche du dragon. Son ventre était confortablement aménagé, avec des meubles anciens et des tapis épais. Les poissons ne craignaient pas d'approcher les hublots pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Le dragon marin mécanique d'Ulysse Carlsen. Yeux équipés de caméras, ailerons avant, écoutilles séparant le cou et le corps, périscope, passerelle de commandement, salle de bain, moteur actionnant les pattes arrière, mécanisme de la queue, pieds palmés, cuisine, chambre, moteur actionnant les pattes avant. Quelle merveilleuse invention ! Cher monsieur, commença le professeur Glucose, nous sommes à la recherche de l'île mystérieuse, mais pour que notre boussole fonctionne, nous avons besoin d'une pierre provenant de l'île même. Or, nous n'en avons pas. Quelle coïncidence! Il se trouve que j'en possède une, dit Ulysse Carlsen. Il se leva, se dirigea vers un grand meuble vert, ouvrit une petite porte et en sortit une boîte en métal. Dedans, il y avait une pierre. Elle m'a été offerte il y a longtemps par un vieux marin. Il m'a confié que c'était un morceau de l'île mystérieuse. Je me suis souvent demandé si c'était vrai. Je veux bien vous la donner. Si on la touche, elle perd ses propriétés, précisa Ulysse. Il saisit la pierre à l'aide d'une pince et la déposa dans le mouchoir de Micho. Au revoir, Ulysse Carlsen. Au revoir, effroyable dragon marin. Merci pour votre aide, dirent Micho, Sébastien et le professeur Glucose, en regardant leur poivre. Chapitre 6. La mer de la nuit noire. Avec délicatesse, le professeur Glucose plaça la pierre dans le support prévu à cet effet de la boussole barylique. Il prit soin de ne pas la toucher avec les doigts. Ensuite, ils allumèrent la boussole. Aussitôt l'appareil se mit à ronfler avant d'émettre un petit claquement sec. Alors, la pierre chauffa jusqu'à devenir rouge et l'aiguille de la boussole pointa vers une direction précise. « Ça marche !» murmura Sébastien. « La boussole de mon arrière-grand-père fonctionne. Elle nous indique l'île mystérieuse. » C'est alors qu'à l'horizon apparut une masse obscure. Cela ne ressemblait ni à un nuage sombre, ni à une fumée noire. On aurait dit un morceau de nuit qui s'étendait sur la mer en plein jour. « Voici la mer de la nuit noire, déclara Micho. Nous devons la traverser. »« Il est encore temps de faire demi-tour, dit le professeur Glucose. Qu'en pensez-vous ?»« On continue, répondirent Micho et Sébastien. Maintenant que nous sommes là, autant aller jusqu'au bout. En avant pour Solby et pour JB. Cette fois, ça y est, nous pénétrons dans l'obscurité, remarqua le professeur Glucose. Ils se retrouvèrent d'un coup dans le noir le plus noir qu'ils eussent jamais vu, un noir silencieux. Les seuls bruits qu'ils percevaient étaient le doux clapotis des vagues et le faible bourdonnement de la boussole barylique. L'obscurité était si noire et si opaque que quand on y plongeait les bras, on ne voyait même plus sa main. Ce serait presque marrant si ce n'était pas aussi lugubre, fit remarquer Sébastien. Soudain, par la fenêtre, le professeur Glucose distingua quelque chose. La mer de la nuit noire n'était plus du tout noire. Des milliers de petites lumières de toutes les couleurs luisaient dans le ciel. Elles formaient des motifs qui tourbillonnaient. « Fantastique !» chuchota le professeur Glucose. « Ça existe donc vraiment, la phosphorescence magnétique ?» Il essaya d'attraper les lueurs les plus proches à l'aide d'une épuisette. Mais à peine les avait-il renversées sur la table qu'elles crépitèrent comme des petits pétards et se transformèrent en suie. Ensuite, ils virent les âmes des marins disparus en mer flotter au-dessus des eaux sombres. Tout ce que les pirates avaient raconté à propos des fantômes qui peuplaient la mer de la nuit noire était exact. Cette étrange mer abritait bien d'autres choses qui nous est impossible de décrire.
Mais les créatures de la nuit noire ne s'attaquaient pas aux voyageurs qui naviguaient à bord d'une poire verte. C'est ainsi que les fantômes et les âmes des défunts les laissèrent tranquilles. Et comme même la nuit la plus longue a une fin, le soleil finit par se lever. C'est alors que dans les premières lueurs de l'aube, ils distinguèrent « L'île mystérieuse !» cria Micho. En effet, sous les nuages roses de l'aurore, elle était là, l'île mystérieuse. En fait, Sébastien le premier l'avait aperçue dans la longue vue de son biseul. Mais il avait été tellement émerveillé par cette vision qu'il était tout juste parvenu à murmurer « La voilà !» si bien que ses deux compagnons ne l'avaient pas entendu. « Il y a quelqu'un sur la plage !» remarqua Sébastien. Ce quelqu'un n'était autre que leur mère, Géronimus Bergstrom Séverin Olsen, qu'ils n'avaient pas vu depuis plus d'1 an, et qu'ils avaient bien cru ne plus jamais revoir. « Eh oh ! Bonjour JB !» crièrent Micho et Sébastien. « Mes chers amis, Micho et Sébastien, professeur Glucose, bienvenue sur l'île mystérieuse. »« Comme je suis heureux de vous revoir, dit JB. Nous avons reçu ta lettre et planté la graine, expliqua Micho. C'est ce que je vois, s'exclama JB en riant. À Solby, c'est Gvist qui prend toutes les décisions, raconta Micho. Il nous a chassés de la ville et nous a tiré dessus quand la poire est tombée à la mer. Et puis il a fait démolir l'hôtel de ville. Tout à coup, Géronimus Bergstrom eut l'air inquiet. Ça ne m'étonne guère, dit-il. Mais il se remit à sourire. Suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Chapitre 7. L'île mystérieuse. JB les conduisit dans un tunnel creusé à même la paroi de la falaise. Ils débouchèrent dans une vallée où poussait l'herbe la plus verte et la plus moelleuse qu'ils eussent jamais vue. Des petits ruisseaux sinueux coulaient çà et là en murmurant paisiblement. Partout se dressaient des arbres reliés à de gigantesques poires vertes. « Voici l'île mystérieuse, dit Géronimus Bergstrom, l'endroit où poussent les poires géantes. » Personne ne sait qui a construit cela, dit JB. Ces tuyaux et ces appareils font partie d'un immense dispositif d'irrigation destiné à faire pousser les poires. Il m'a fallu 1 an pour tout réparer et comprendre comment cela fonctionnait. Les tuyaux pompent l'eau de mer qui contient des nutriments pour les poires. Pourtant, les poires ne supportent pas l'eau de mer, fit remarquer le professeur Glucose. Non, confirma JB, mais elle est filtrée par d'étranges machines. C'est un système très complexe. Au fait, JB, comment es-tu arrivé sur l'île mystérieuse, l'interrompt Micho. Je me souviens d'être descendu un matin sur le port de Solby, expliqua JB, et d'avoir trébuché sur une bouteille. J'ai dû me cogner la tête. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une barque au beau milieu de l'océan. J'avais été tracté par une baleine qui s'était emmêlée dans la corde d'amarrage. C'est elle qui m'a entraîné jusqu'ici. Depuis que je suis là, j'ai eu le temps d'étudier les poires géantes ainsi que la terre spéciale dans laquelle elles poussent. Et je crois être parvenu à développer une variété de poires capable de pousser dans une terre ordinaire. C'est cette graine que tu nous as envoyée dans la bouteille, dit Micho. Exact, confirma JB. Maintenant, je dois vous montrer une chose encore plus intéressante, ajouta JB. Alors, ils empruntèrent des échelles, des escaliers et des ponts suspendus à travers la jungle et finirent par arriver de l'autre côté de l'île. Ils s'arrêtèrent devant une sorte de phare en métal tout rouillé qui était envahi de lianes immenses et couvert de mousse. Cette tour, dit JB, est très étrange. Je n'ai pas encore trouvé à quoi elle pouvait bien servir. On dirait une tourelle de bateau, dit Sébastien. Oui, approuva Géronimus, ça y ressemble beaucoup. Chapitre 8. Le secret de l'île mystérieuse. Ils gravirent l'escalier rouillé et passèrent devant tout un tas de machines. Le professeur Glucose examina longuement ses instruments. Nous avons ici un gouvernail, un transmetteur d'ordre et diverses manettes. Cela ressemble beaucoup à la passerelle de commandement d'un navire, conclut-il. Oui, j'ai d'ailleurs essayé de démarrer cette machine, dit JB. Hélas, rien ne fonctionne. Fit le professeur Glucose. Cette roue d'engrenage est très abîmée. Je me demande si... Il eut soudain une idée. Micho et Sébastien, est-ce que cela vous dérange si nous allons chercher votre horloge? Non, pas du tout, dit Micho. Cette antiquité a toujours retardé. Si elle peut servir à quelque chose... Je crois que les roues d'engrenage de l'horloge correspondent à celles de la tour, expliqua le professeur Glucose. Il remplaça les vieilles pièces rouillées par celles de l'horloge de Micho et Sébastien. Voilà, dit le professeur. Maintenant, je vais abaisser cette manette. Nous verrons bien ce qui se produira.
Il y eut un clic, suivi d'un cloc, puis la tour grinça et gronda, comme si un monstre gigantesque venait de se réveiller dans les entrailles de l'île. JB, le professeur Glucose, crurent que c'était la tonnerre. Micho crut que c'était un monstre qui rugissait. Quant à Sébastien, il crut un tremblement de terre. En effet, on aurait dit que la terre se mettait à trembler, et lentement, très très lentement, toute l'île se mit bientôt à bouger. L'île, dit Micho, qui en avait le souffle coupé, elle bouge! Mais bien sûr, s'écria le professeur Glucose, voilà pourquoi personne n'est jamais arrivé à la localiser. C'est une île flottante. Elle dérive sur les mers du globe au gré des vents et des courants. Et elle est pourvue d'un gigantesque moteur que nous venons de démarrer. C'était donc cela le secret de l'île mystérieuse, conclut le professeur. Croyez-vous qu'elle puisse naviguer jusqu'à Solby, demanda JB. Et pourquoi pas? Essayons. En avant, toutes! Cap sur Solby! Le voyage du retour dura une semaine et se déroula sans le moindre incident. Tu te rends compte, on est sur une île et on navigue en même temps, dit Sébastien, tout content. Oui, approuva Micho, on ne peut pas rêver meilleure façon de voyager. Chapitre 9. Le retour. Le 24 août, nos amis arrivèrent en vue de Solby. Et comme on pouvait s'en douter, les habitants de Solby furent ravis autant que surpris de voir Micho, Sébastien, le professeur Glucose et leur chère mère disparue entrer dans le port de Solby à bord d'une île. Mais bientôt retentit le bruit assourdissant d'un bateau à moteur lancé à toute allure. C'était le maire adjoint Gvist qui fonçait droit sur l'île, pied au plancher. « Vous n'avez pas le droit de venir tout gâcher avec votre île mystérieuse, hurla-t-il, avant que son bateau s'écrase contre l'île mystérieuse dans un fracas épouvantable. Crash! Boum! La poire s'envola dans les airs, survola Solby et atterrit en plein sur le nouvel hôtel de ville du maire adjoint Gvist. Le vacarme fut tel qu'on l'entendit jusqu'à Madrid. « Hurrah! Hurrah !» s'écrièrent les habitants de Solby. Ensuite, JB, Sébastien, Micho et le professeur Glucose débarquèrent. Ils eurent droit à des accolades, à des embrassades et à des baisers. Plus tard, JB fut rétabli dans ses fonctions de maire de Solby. Ce fut Béni le barbier qui lui passa l'écharpe de maire autour du cou. À la grande joie de tous les habitants de la ville, enfin de tous, sauf un. Mais vous savez certainement deviner de qui il s'agissait. Le maire Géronimus Bergstom Séverin Olsen s'approcha du maire adjoint Gvist, posa la main sur son épaule et lui dit « Vous avez mis une sacrée pagaille, Gvist !»« Oui, admit Gvist, et personne ne parla plus jamais de cette histoire. » On inaugura un jardin dans la campagne de Solby, et JB déclara « C'est ici que pousseront les premières poires géantes de Solby. » JB, Micho, Sébastien et le professeur Glucose plantèrent une graine. Ce fut un moment très solennel. Tout le monde applaudit. On en parla même dans les journaux et à la télévision. Pour finir, on organisa une fête gigantesque, à laquelle participèrent tous les habitants de la ville. Tous furent d'humeur joyeuse et passèrent un moment très agréable. L'on convia même le capitaine Camembert et ses pirates impitoyables, ainsi qu'Ulysse Carlsen venu avec son effroyable dragon marin. L'ancien hôtel de ville fut reconstruit, mais la poire eut sa place au sein du nouveau bâtiment. Et peu à peu, les gens se mirent à surnommer l'hôtel de ville l'hôtel de la poire. Notre histoire touche maintenant à sa fin. Chapitre 10. Épilogue. Ce qui s'est passé ensuite. Peut-être aimeriez-vous savoir ce que sont devenus les héros de notre histoire. Vous le découvrirez en lisant ce dernier chapitre. Sébastien a écrit un livre sur son arrière-grand-père, sur sa vie de marin et sa quête de l'île mystérieuse. Micho est devenu le secrétaire personnel de JB et voyage avec lui à travers le monde. Le maire adjoint Gvist a déménagé. Il s'est acheté une ferme dans la campagne où il cultive des choux et des pommes de terre. Avec le temps, il est devenu aimable et beaucoup de gens de la ville viennent lui acheter des légumes. Certains prétendent même l'avoir vu sourire, mais ce ne sont sans doute que des rumeurs. Le professeur Glucose et le docteur Pibenip ont entrepris de nombreux voyages et réalisé d'innombrables expériences sur l'île mystérieuse. Un jour, ils sont parvenus à faire pousser une banane géante. Pour cet exploit, ils ont reçu le prix Nobel de science, mais lorsqu'ils sont chez eux à Solby,
Micho et Sébastien reprennent leurs vieilles habitudes. Pendant que Micho pêche, Sébastien lit son journal en sirotant un jus de poire. Le soleil brille, la mer est bleue et notre histoire est maintenant terminée.